Bonjour à tous. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer du coup cette présentation. Alors, pardon, excusez-moi. Donc aujourd'hui, du coup, nous allons parler pendant à peu près 1 heure de l'intégration des matériaux biosourcés dans un projet immobilier et notamment via l'exemple du béton de chanvre, mais surtout du béton de chanvre en particulier. Donc, je vous informe avant de commencer que toute la réunion, enfin toute la retransmission est enregistrée pour des besoins de retransmission. Et que si vous avez des questions ou si vous voulez échanger, ce sera par le chat. Donc, pour me présenter, Xavier Lassuterie-Duchesne, du coup, c'est moi qui vais animer ce webinaire en tant que directeur de projet chez Arpas Trans et notamment qualifié maîtrise d'œuvre construire en champ. Voilà, et on aura la participation en fin de présentation de Mathias Loff de Wallop Préfa, qui nous apportera un peu son témoignage sur Wallop Préfa, tout simplement, qui est la première industrie bois béton de chanvre qui s'est montée sur le territoire français. Donc d'abord, on va commencer par une petite présentation d'Arpas Trans. Donc Arpas Trans, c'est un bureau d'études et de conseil en immobilier qui accompagne la transformation de l'immobilier. Nous sommes donc certifiés Bicorp. Nous avons développé nos missions autour de 4 fondamentaux que nous essayons de pousser dans chacun de nos projets. Déployer des solutions pour la transition et l'adaptement au changement climatique. Donc là, on est tout à fait dans l'exemple du béton de chanvre. Agir pour la biodiversité et le vivant. Créer de meilleures conditions de santé et de bien-être. Donc là aussi, on y répond aussi via ces matériaux comme le chanvre. Et enfin, penser les nouveaux usages et un digital adapté. Aujourd'hui, on travaille sur tout type de projet, de la rénovation au neuf, en passant par l'aménagement intérieur, pour toute typologie d'actifs, et vraiment d'une échelle urbaine à l'échelle de l'aménagement intérieur en passant par l'échelle du projet. On est décomposé en 4 pôles. Donc, un pôle immobilier responsable dans lequel je travaille et que je vais vous décrire un petit peu après. Un pôle biodiversité qui est composé d'écologues et qui va travailler essentiellement sur les aspects paysagers des projets. Un pôle conseil innovation qui fait essentiellement du digital et de la programmation. Et un pôle design et aménagement intérieur qui est composé d'architectes d'intérieur qui font du design d'espace. Concernant le pôle immobilier responsable, on va vraiment travailler autour de la construction durable, de l'immobilier durable. Et on est décomposé en 3 sous-pôles. Un pôle conseil et innovation, qui est plutôt axé sur une réflexion stratégique, que ce soit sur des problématiques de résilience, d'adaptation au changement climatique, sur la transition énergie-carbone et sur les écomatériaux. Voilà, il faut savoir qu'on est qualifié Pro-Paille, construire en chambre, sur toutes les techniques de la terre crue. Et ensuite, sur toutes les thématiques confort, santé, bien-être, inclusion, etc. Un pôle conduite de projet durable, donc qui est vraiment qui fait vraiment de l'AMO ici, sur des certifications ou pour l'accompagnement environnemental des projets. Et un pôle ingénierie de la performance qui va réaliser toutes les études associées, que ce soit des études énergétiques, carbone ou encore des mesures sur site. Donc, pour attaquer dans le vif du sujet, donc on va d'abord commencer par une présentation un peu générale des écomatériaux, de leurs opportunités et contraintes, avant d'attaquer vraiment l'exemple proprement dit du chanvre. Donc déjà, les écomatériaux, c'est quoi? Donc, ce sont les matériaux biosourcés et les matériaux géosourcés, qui sont définis par la même norme, qui est la norme EN 16575, qui définit les matériaux biosourcés comme issus de la biomasse d'origine animale ou végétale. Donc, c'est là-dedans qu'on va retrouver le chanvre. Et les matériaux géosourcés qui sont issus de ressources d'origine minérale. Donc, concernant les matériaux biosourcés, voilà, ils sont très divers. Il y en a beaucoup. On va retrouver le chanvre ici au milieu. Il faut savoir que cette norme ne définit pas de quantité minimale de matière biosourcée pour définir un matériau comme biosourcé. Donc, pour ça, on a des labels, voilà, typiquement celui de Carabati en France. Et les matériaux géosourcés qui sont essentiellement la terre crue et tout ce qui est pierre. Aujourd'hui, on a une filière qui est de plus en plus structurée, notamment sur les biosourcés. Aujourd'hui, on parle de filière bois biosourcé. Donc, les 2 filières se sont associées, qui est en forte croissance, à peu près 10% de croissance annuelle, avec ici, par exemple, une étude de FIBois sur la SDP bois biosourcé en Île-de-France. Donc, on voit qu'il y a une augmentation constante et avec même des prévisions pour 2030 qui sont toujours de plus en plus importantes. Et une perception très positive de la filière par le grand public. On a une enquête de l'IFOP ici qui montre 88% d'opinions positives. Aujourd'hui, tous les lots sont concernés par ces matériaux, d'accord, que ce soit les matériaux biosourcés.
à part les lots techniques, mais sinon tous les lots sont concernés. Nous, on va parler plus spécifiquement dans le cadre du chanvre, de l'isolation et des enduits. Également pour les matériaux géosourcés, aujourd'hui, il y a de plus en plus de lots qui sont concernés. On a un contexte réglementaire qui est très favorable en ce moment. Déjà, ils sont très encouragés, les matériaux biosourcés, dans la commande publique, via diverses lois. Ils sont de plus en plus favorisés par les collectivités, les départements, les régions, au travers de leur PLU, les CAET ou encore de labels locaux. On a même parfois des bonus de constructibilité qui sont offerts si on les utilise. Et on a l'arrivée de la RE 2020 cette année, qui est déjà en train d'application sur au moins les logements et les écoles, et qui est aussi favorable à ces matériaux pour deux raisons. L'introduction de l'analyse en cycle de vie, donc bilan carbone, qui est favorable à ces matériaux qui sont par essence plutôt stockeurs de carbone, et d'autant plus du fait qu'on a une ACV dynamique qui introduit donc, comme on voit ici, des coefficients de pondération aux émissions carbone qui vont en fait sous-estimer les émissions carbone plus elles auront lieu loin dans le temps. Et donc, les matériaux biosourcés qui sont plutôt stockeurs de carbone à la production et qui vont le relâcher en fin de vie sont donc d'autant plus favorisés par cette ACV dynamique. Et le deuxième point, c'est les seuils de Greer, donc un indicateur de confort d'été, qui est plutôt favorable à ces matériaux qui, en général, offrent un déphasage plus important que les matériaux isolants conventionnels. C'est ensuite des matériaux qui permettent de répondre aux grands enjeux actuels. Donc, que ce soit le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, les problématiques de traitement des déchets, la pollution et crise sanitaire, la crise sociale ou encore les relations humaines dans un chantier. On va les décrire plus en détail avec l'exemple du béton de chanvre après. Et donc, ils permettent de répondre à 11 des 17 objectifs développement durable. On a aussi des contraintes qui sont parfois tout à fait réelles, parfois qui sont un peu surestimés, disons, mais avec toujours des leviers dont on parlera ici spécifiquement dans le cadre du béton de champ. Donc aujourd'hui, on a des grandes opportunités à l'utilisation de ces matériaux-là, que ce soit la réponse à la RE 2020, au cahier des charges régionaux, communaux de ZAC, se positionner sur la rénovation de l'existant, puisque c'est des matériaux qui sont très bien adaptés à la rénovation de l'ancien, anticiper les problématiques de confort d'été liées au changement climatique, anticiper la fin de vie des bâtiments, répondre à l'intérêt croissant de la population pour ces matériaux, intégrer les problématiques liées à la qualité de l'air, et enfin, relocaliser tout simplement la ressource matière au plus près. Donc, si on attaque maintenant le cœur du sujet, donc l'exemple du béton de champ. Alors, pourquoi le béton de champ ? Tout simplement parce qu'on a les nouvelles règles professionnelles du béton de chanvre qui sortent cette année, si tout se passe bien normalement cet été. C'est une filière, le chanvre, qui est en très fort développement aujourd'hui, et pas seulement dans le bâtiment, mais vraiment dans beaucoup de domaines. On redécouvre un peu l'utilité de cette plante. Et c'est un matériau qui répond à tous les enjeux que je viens de citer. Donc, déjà, le béton de chanvre, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un matériau qui a été développé en France dans les années 80. Le premier bâtiment date de 1987. Et aujourd'hui, il y en a plus de 200, au moins dans la moitié nord de la France, de bâtiments en béton de chanvre. Donc, c'est tout simplement pourquoi on dit béton de chanvre, c'est parce que c'est le mélange d'un granulat plus un liant avec de l'eau, donc comme le béton finalement. Sauf que le granulat ici, c'est de la chènevotte. Donc, c'est ce qu'on voit ici, réduite en copeaux. Et donc, en fait, c'est tout simplement la tige du chanvre. D'accord. Et le liant, c'est de la chaux. Donc, de la chaux, un mélange de chaux aérienne et hydraulique, qui, avec de l'eau, va permettre de fabriquer du béton de chanvre. C'est une filière qui est gérée, la filière chanvre, par Interchanvre, une association à l'échelle française, et plus spécifiquement dans le bâtiment par Construire en chanvre. Alors, le chanvre, déjà, c'est quoi ? Donc, il faut savoir qu'en France, on produit plus de 50% de la production européenne de chanvre. Donc, on est vraiment un très gros producteur de chanvre. Et on a dans ce graphique qu'on voit ici l'évolution des surfaces cultivées de chanvre en France depuis les années 90. Et on voit que c'est en constante augmentation. On a en haut ici la carte de la France avec les différents départements producteurs de chanvre, donc avec les couleurs vertes. Donc, on voit que c'est produit sur tout le territoire, mais quand même en majeure partie dans la partie nord. Et les petits points rouges et oranges sont ce qu'on appelle les chanvrières, donc qui vont permettre de défibrer la plante et donc de produire de la fibre, de la chènevotte, etc. Et on voit que il y a un maillage quand même qui est assez important avec les chanvrières en orange et en rouge, et certaines qui sont en développement. Donc, il y a de plus en plus qui sont en train de se monter, notamment dans le sud, avec les 3 qui sont en bleu ici, par exemple.
Et donc, l'intérêt de cette plante, voilà, il est multiple. C'est-à-dire que déjà, c'est une plante de rotation de culture. Donc, c'est-à-dire qu'on va souvent la retrouver avec du blé, où tous les 4 ans, au lieu de laisser un terrain en jachère pendant 1 an, on va planter du chanvre. Et donc, ça va permettre plusieurs choses. Déjà, le chanvre, il n'a pas besoin de phytosanitaire. Donc, il n'y a pas d'intrants à ajouter. Il n'a pas besoin d'arrosage, à part peut-être conditions extrêmes. Et en plus, il a des racines assez profondes qui vont aller chercher les nutriments vraiment en profondeur dans le sol et les ramener à la surface. Ce qui fait qu'après une culture de chanvre, on a une terre qui est plus riche et donc un gain de rendement sur la culture suivante de 8 à 10 %. Voilà. Donc, c'est vraiment une plante qui a beaucoup d'intérêt. Vous avez ici une image d'une plante de chanvre. Et donc, il y a plusieurs composants qui sont récupérés aujourd'hui. Donc, il y a la graine, d'accord, qui va être utilisée pour faire des huiles, des semences, de l'oisellerie. On a la fibre qui va être utilisée dans la papeterie, qui va être utilisée dans l'automobile, pour de la plasturgie, de l'horticulture. Et dans le bâtiment, pour faire de la fibre de chanvre et donc pour faire de l'isolant, de la laine de chanvre, tout simplement, ou du feutre acoustique aussi. Et du coup, la tige, pour finir. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. On voit une plante avec la tige. Et donc, la partie jaune à l'intérieur, c'est la chènevotte, en fait. Pardon. On va réduire en copeaux et avec lequel on va pouvoir faire du béton de chanvre. Ensuite, les liants. Donc, le liant, on en a parlé tout à l'heure, c'est la chaux. Donc, c'est un mélange, en fait, de chaux aérienne et de chaux hydraulique. Donc, on a plusieurs producteurs aujourd'hui en France qui sont certifiés, en quelque sorte, par les règles professionnelles et qu'on peut utiliser. Et donc, cette chaux, elle a un avantage, en tout cas par rapport au ciment. D'une part, elle est perspirante. Et donc, il faut absolument un matériau perspirant pour aller avec le chanvre. Elle est moins énergivore que le ciment, puisqu'on va chauffer le calcaire à 800, à peu près 800 000 degrés, alors que le ciment, on est à 1450. Et il y a un cycle plutôt vertueux de la chaux. Donc, c'est ce qu'on voit sur le schéma ci-contre. On a du calcaire qu'on va chauffer à 1000 degrés, donc il y a une décarbonatation, perte de CO2. Ça va donner de la chaux vive. On va ensuite la réhydrater, donc ça va donner de la chaux éteinte. Et ensuite, tout au long de sa vie, en fait, la chaux va carbonater. Donc, en fait, elle va absorber et fixer du CO2. Donc, ce qui permet de compenser en partie la décarbonatation, donc en fixant du CO2. Et l'intérêt majeur, c'est qu'en fait, à la fin, ça refait du calcaire. Et donc, en fait, on a un matériau qui revient à son état d'origine et donc qui est totalement naturel in fine. Et ça, ce n'est pas du tout le cas du ciment. Donc aujourd'hui, en termes d'usage, au niveau du béton de chanvre, donc on peut utiliser pour le sol, pour faire des dalles de sol, pour réaliser des murs, pour la toiture et enfin pour faire des enduits. Donc il faut savoir que c'est une technique considérée non porteuse, donc c'est un isolant, voilà, vraiment, qu'on va utiliser en remplissage d'une ossature. Donc, généralement, c'est une ossature bois. Ça peut être béton ou acier, mais ce qu'on trouve le plus souvent, c'est du bois. Donc, on peut le voir ici, par exemple, entre chevrons sur une toiture, ici projeté entre des montants d'une ossature bois, ici en doublage d'un mur béton, par exemple. Voilà, il y a différentes façons de le faire. Et ici, en briques. Donc, il y a aussi des fabricants qui font des briques déjà préfabriquées de béton de chanvre. Donc, on ne va pas trop parler aujourd'hui. On va se concentrer sur le béton de chanvre projeté, comme ici, parce qu'en fait, elles sont plutôt adaptées à de la maison individuelle, ces briques-là. Donc aujourd'hui, on peut faire tout type de locaux avec, code du travail, habitation, ERP, etc., en neuf ou en rénovation. Et c'est d'ailleurs très bien adapté à la rénovation de l'ancien, au bâtiment d'avant 1948. Et donc, c'est soit projeté sur site, comme je l'ai expliqué, ou préfabriqué, mais projeté, ou en bloc à maçonner. Aujourd'hui, c'est géré de manière normative par les règles professionnelles, ce béton de chanvre, qui en font une technique courante. On a ici un petit schéma des différents types de normes et on voit que les règles professionnelles, elles sont analysées tout comme un DTU par la C2P, d'accord. Et si elles sont validées par la C2P, eh bien, ça en fait une technique courante avec assurance décennale, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Et donc aujourd'hui, les règles professionnelles, les premières, c'était en 2007. Aujourd'hui, on est sur la version 2012, donc qui est la version en cours, qui permet de réaliser des locaux d'habitation deuxième famille, des ERP 5e catégorie jusqu'à R+2, le code du travail jusqu'à R+2, exclut locaux très humides, c'est-à-dire souvent les sanitaires communs, douches communes, etc., B+EC. Et donc là, normalement, devrait sortir à l'été les règles professionnelles 2022,
qui permettent d'étendre l'usage du béton de chanvre aux habitations troisième famille, aux ERP troisième catégorie jusqu'à R+7, 6, et le code du travail R+6 ou 7. Voilà. Donc, c'est quand même une extension assez importante des possibilités d'utilisation du béton de chanvre. Ces règles professionnelles, alors, je ne vais pas vous les détailler, ce serait beaucoup trop long, mais si on prend un petit peu les bases, il y a 4 grands points ici, déjà à respecter. Déjà, utiliser une chaîne de vote labellisée. C'est-à-dire que toutes les chaînes de vote ne sont pas labellisées. Il y a des chanvrières qui ont des chaînes de vote qui ont été testées sur différentes caractéristiques qu'on peut voir ici, granulométrie, etc., qui font qu'on a une certaine constance du matériau. Utiliser un couple liant granulat validé. Donc là aussi, ici, il y a des couples entre une chaux et un granulat qui ont été testés en termes de résistance, etc., et qui ont été validés, donc il faut les utiliser. Troisièmement, respecter les règles professionnelles. Clairement, donc là, il y a beaucoup de règles, mais si on doit en retenir quelques-unes, c'est d'avoir toujours une face perspirante sur un mur, par exemple, même en toiture, donc qui laisse passer la vapeur d'eau. Dégressivité du SD vers l'extérieur, c'est tout simplement une paroi de plus en plus perspirante vers l'extérieur. Et une rupture de capillarité de 20 cm, mais ça, c'est comme pour l'ossature bois, c'est exactement pareil. Après, il y en a d'autres, voilà, mais on n'aura pas le temps forcément de toutes les détailler. Et enfin, la 4e point, avoir suivi une formation. Donc, en fait, il faut que la maîtrise d'œuvre et l'entreprise aient suivi une formation construire en chambre, une formation d'une semaine, qui permette d'avoir la garantie décennale. En termes de caractéristiques physiques, donc, d'un point de vue mécanique, d'abord. Donc là, on a un extrait voilà, des règles professionnelles. On va s'intéresser au premier tableau qui est la résistance à la compression. Donc, on voit ici, en fait, les résistances à la compression en mégapascal minimales. C'est vraiment ce qui est minimal demandé par la règle professionnelle pour soit du sol, de l'enduit, un mur ou de la toiture. Donc, on voit qu'on est supérieur toujours à 0,3 mégapascal. Dans la réalité, 0,3, c'est vraiment le minimum, on ne trouve jamais en dessous. On est plutôt entre 0,3 et 1,5 mégapascal de résistance à la compression. Donc, c'est quand même un matériau qui est vraiment rigide et qui peut porter jusqu'à 15 tonnes par mètre carré. Donc, c'est quand même pas rien, avec des densités qui sont, par exemple, pour un mur de 400 kg par mètre cube. Donc, ça n'en fait pas un matériau porteur pour autant parce que les règles professionnelles n'ont pas été développées dans ce sens-là. Donc, il n'est ni porteur ni contreventant dans ces règles professionnelles parce que ça aurait été finalement voilà, beaucoup trop long de partir de ce côté-là. Peut-être que ça sera fait par ailleurs un jour, mais pour l'instant, c'est non porteur, donc c'est avec une ossature. En termes hygrothermiques, donc c'est là qui est probablement l'intérêt principal. Donc déjà en termes de lambda, parce que c'est un isolant, on a ici des lambdas un peu type, selon les fabricants, pour un mur, un toit, un sol ou un enduit. Et donc, si on se concentre par exemple sur un mur, on voit qu'on a un lambda de 0,076. Donc, si on compare ça, donc la conductivité à un isolant classique, type laine de verre ou quoi, qui sont plutôt à 0,035, on voit qu'on a quelque chose qui est, dans les faits, moins isolant sur cette conductivité, purement cette conductivité. Mais en fait, son avantage est ailleurs. Déjà, il y a une chose que je peux préciser, c'est que les PVDC, pour calculer cette conductivité, sont réalisés en conditions humides, d'accord, comme d'ailleurs pour tous les matériaux biosourcés, alors qu'ils sont réalisés en conditions sèches pour de la laine de verre, du polystyrène, etc. Et donc, quelque part, on a vraiment une valeur de lambda qui est réaliste ici, en considérant qu'il y a de l'eau et de l'humidité, ce qui n'est pas forcément le cas pour de la laine de verre. Deuxième chose, c'est un matériau avec une faible diffusivité, donc qui évite les effets de parois froides. Donc là, on a un petit graphique plutôt intéressant, une étude qui a été faite en conditions réelles, avec ici en abscisse les jours, en ordonnée la température, en évolution libre, et on voit en rouge la température intérieure, qui évolue voilà, entre 14 et 15,5 grosso modo, et en bleu la température de surface du mur en béton de chambre. Et donc, on voit qu'elle est égale, voire toujours un peu supérieure à la température ambiante. Et donc, ça permet d'avoir, quelque part, d'économiser en chauffage en période hivernale et d'avoir un confort plus important. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça a une capacité thermique élevée, le béton de chambre. Et du coup, ça a un déphasage important. Donc ça, c'est bien pour le confort d'été. Donc, pour rappeler ce qu'est le déphasage, on a ici un petit graphique avec les heures de la journée en abscisse, la température en ordonnée. Et donc, on voit la courbe rouge qui est l'évolution de la température extérieure sur une journée, d'accord, avec un pic à peu près à 15 heures. Et en bleu, c'est la même chose, mais l'évolution de la température intérieure.
Et donc, en fait, le laps de temps entre le pic de température extérieure et le pic de température intérieure, ça le déphasage, tout simplement. Et donc, c'est intéressant d'avoir un déphasage important quand on veut décaler un pic de chaleur, par exemple, pendant la nuit, où il va faire plus frais. Et donc, quand on fait un petit calcul là, qui a été fait avec Cubacus, d'une épaisseur de 20 cm de béton de chambre, on se rend compte qu'on a un déphasage de 13,5 heures, ce qui est vraiment conséquent. Si on compare ça à la laine de bois rigide, donc qui est vraiment un des meilleurs isolants en termes de confort d'été et de déphasage, on est à 11,5 heures, donc il est même meilleur que la laine de bois. Mais bon, à la limite, ça peut être discutable. Et par contre, qu'une laine de verre, donc là, il n'y a pas photo, avec seulement 3 heures de déphasage, la laine de verre est très mauvaise en termes de confort d'été. Et il y a une deuxième caractéristique qu'on peut regarder, c'est l'atténuation d'amplitude. Donc ça, c'est un facteur qui permet de caractériser la différence d'amplitude entre l'évolution extérieure et l'évolution intérieure. Donc ici, on voit qu'on a une atténuation d'amplitude très importante avec le béton de chambre, c'est-à-dire que la courbe de température est complètement écrasée. Ça correspond au 19,6 qui est ici. Si on compare ça à la laine de bois rigide, on n'est plus seulement qu'à 10. Donc au final, il écrase l'amplitude de manière 2 fois plus importante qu'une laine de bois. Donc c'est vraiment, en termes de confort d'été, probablement un des meilleurs isolants. Et en laine de verre, n'en parlons pas, voilà, elle ne sert quasiment à rien dans ces contextes-là. Un deuxième aspect du béton de chanvre, c'est sa capacité d'échange hygroscopique. Donc c'est probablement là que réside toute sa force. On a ici une vue microscopique de particules de chanvre. On voit que c'est constitué de micro-canaux totalement poreux. D'accord. Et donc, en fait, on se rend compte que le béton de chanvre, c'est triplement poreux, en fait. On va avoir une porosité entre les particules de liant et les particules de chanvre. On va avoir une porosité dans le chanvre, donc c'est les canaux qu'on voit ici, et une porosité dans le liant, donc dans la chaux. Et donc, en fait, typiquement, la chaîne de Vogt, ce qu'on voit là, ça peut absorber 300 à 400% de son poids en eau. Donc, c'est juste gigantesque. Et du coup, c'est de l'eau qui est enfermée quelque part dans ces canaux, donc qui est condensée, ce qu'on appelle l'eau condensée capillaire. Et donc, il n'y a pas de point de rosée avec le béton de chanvre. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Il n'y a pas de point de rosée. Et il n'y a pas beaucoup de matériaux qui peuvent en dire autant. Et du coup, voilà, cette microporosité se remplit d'eau lorsque l'humidité change dans une pièce par absorption ou évacue de l'eau par désorption. Donc, d'une part, ça permet de réguler l'humidité, mais d'autre part, ça permet de réguler la température. Là, on a un petit exemple de comment ça se passe dans un canal de chanvre, par exemple, d'accord, une fibre de chanvre. On voit qu'on a des molécules d'eau qui vont se déposer sur les parois, et donc on va avoir plutôt de l'eau sous forme de vapeur. Petit à petit, on a de plus en plus d'eau qui va pénétrer dans le canal, et à un moment donné, ça va former un pont, et là, l'eau va condenser. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'eau condensée capillaire. Donc, ce n'est pas de l'eau liquide à proprement dite, parce qu'elle n'est pas libre, elle est vraiment enfermée dans les canaux, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça de l'eau condensée capillaire. Et donc, cet état, en fait, présente plusieurs avantages. En fait, cette eau qui est en permanence présente, soit sous forme vapeur, soit sous forme condensée capillaire dans le chambre, elle va agir comme un matériau à changement de phase. C'est-à-dire que typiquement de l'eau, pour évaporer 1 litre d'eau, il faut à peu près 673 watts. Donc ça veut dire que ça va absorber 673 watts d'énergie et donc potentiellement de chaleur. Et inversement, quand l'eau se condense, elle va dégager de la chaleur. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en été, quand la température va augmenter, une partie de l'eau qui était condensée dans ces capillaires va s'évaporer et donc va absorber des calories et donc diminuer la température dans la pièce. Inversement, en hiver, quand la température va baisser, une partie de l'eau sous forme vapeur va condenser dans ces canaux et donc dégager de l'énergie et donc augmenter un peu la température de la pièce. Et donc ça, c'est fondamental en fait. Il y a différentes expériences qui ont été faites, notamment sur des maquettes, pour se rendre compte de l'impact un petit peu de ces capacités d'échange hygroscopique. Et ils se sont rendus compte sur une maison en béton de chanvre, en maquette, en laissant l'évolution libre de la température. Ensuite, en refaisant la même expérience, mais en coupant les échanges hygroscopiques, donc en étanchant les murs quelque part, qu'il y avait une différence quand même de 2 degrés. Donc, c'est quand même assez important. Et donc, ce phénomène-là, ça permet en été, sur le premier graphique qu'on a ici, donc on voit encore une fois l'évolution de la température en fonction des jours, avec en bleu la température extérieure, donc qui monte jusqu'à 30, en rouge la température sur la paroi, qui peut monter jusqu'à 55, et la température intérieure qui finalement reste plutôt constante. Donc aujourd'hui, on a pas mal de retours d'expérience sur des bâtiments, des bureaux qui n'ont pas du tout besoin de climatisation, avec une température qui est régulée automatiquement par ces phénomènes-là, justement.
mais également en hiver. On a ici un exemple avec 20 cm de béton de chanvre, où également on a une température intérieure en orange qui tourne autour de 15 en évolution libre, alors que la température extérieure passe de 17 à 7 degrés. Voilà. Et donc, ici aussi, on s'est rendu compte sur certaines, notamment des maisons, qui avaient un besoin en chauffage extrêmement réduit, sans commun rapport finalement avec juste la résistance thermique pure du mur. Et donc, aujourd'hui, c'est un petit peu le problème de ce genre de phénomène, c'est que ce n'est pas pris en compte dans les calculs RT, qui ne considèrent que le lambda dont j'ai parlé tout à l'heure, la conductivité, ni même dans les simulations thermiques dynamiques, parce que c'est un phénomène très compliqué à simuler. Voilà. Et donc, on peut juste avoir des trucs, des expériences un petit peu empiriques in situ pour évaluer son effet, quelque part. Ensuite, d'un point de vue incendie, donc c'est un matériau qui est, en termes de réaction au feu, classé B, globalement. Donc, forcément, voilà, il est difficilement inflammable, hein, donc ça reste quand même une composante naturelle. Sauf pour les mortiers qui sont classés A, parce que tout simplement, il y a beaucoup plus de chaud. Par contre, en termes de résistance au feu, c'est un matériau clairement coupe-feu et par flamme. Il est classé EI 240, donc il n'y a pas le R parce qu'il n'est pas porteur. Et donc, en fait, c'est simplement coupe-feu 4 heures. Donc ça, c'est gigantesque. On a un exemple ici d'un mur qui a été mis au feu pendant 4 heures pendant un essai. Donc on voit qu'il a été dégradé, mais que la majeure partie du béton de chambre a quand même résisté. Et il y a un essai Le Pire 2 qui a été fait aussi, qui certifie du coup un béton de chanvre qui empêche la propagation du feu par les façades pendant au moins 1 heure. Voilà. Donc il est assez intéressant de ce point de vue-là. J'ai une petite vidéo ici qui montre un peu ça. Voilà, un mur de 35 cm de béton de chanvre qui a été soumis à un brûleur pendant 2 heures. Donc on voit qu'en fait, ça ne dégrade pas du tout la surface du chanvre. Voilà, un mur après 2 heures de fonctionnement avec un brûleur dessus, un mur de 30 cm, le mur est absolument pas attaqué. Et de l'autre côté de la paroi, la température a augmenté à peine d'1 degré. Voilà, ça je trouve que c'est plutôt parlant. Et donc ça peut vraiment être utilisé comme coupe-feu, notamment pour protéger une ossature ou des choses comme ça. Ensuite, d'un point de vue acoustique, donc le béton de chanvre, il a une très bonne absorption acoustique. Donc, il y a un PV acoustique qui a été fait par Stradical qui montre une absorption de 80%, donc c'est assez conséquent. Après, voilà, c'est difficile de l'utiliser en finition, parce que pour ça, il faudrait qu'il soit utilisé en finition, parce que c'est un matériau qui reste un peu friable, et donc généralement, il y a un enduit par-dessus de finition ou une plaque de Fermacell, par exemple. Mais ça a déjà été fait dans une école notamment, où il y avait le mur du fond de la classe, qui est moins touché par les élèves, qui les avaient laissés comme ça brut en béton de chambre, et donc qui faisait un office acoustique. Après, en termes d'affaiblissement, c'est peut-être là son point faible, parce qu'il y a un affaiblissement relativement limité, parce qu'il n'est ni assez souple, ni assez massif. Quelque part, il est un peu entre les deux. Et donc, il y a des PV acoustiques qui ont été faits qui permettent d'obtenir, avec 30 cm de béton de chanvre, par exemple, en mur, un RW de 51 avec une plaque de chaque côté. Voilà. Ce qui est quand même pas mal, mais par exemple, ça peut poser problème pour des logements, où des fois, on veut atteindre les 53. Dans ces cas-là, il y a des dispositions architecturales à mettre en place pour éviter de se retrouver coincé. En termes de carbone, donc il faut savoir que le chanvre, c'est vraiment un gros stockeur de carbone. Un hectare de chanvre, ça capte environ 15 tonnes de CO2. Donc c'est autant qu'une forêt, d'accord, une forêt en croissance. Donc c'est vraiment conséquent. Il y a une ACV qui a été faite, qui monte ici pour 1 mètre cube de béton de chanvre sur 100 ans, un bilan carbone négatif, donc plutôt stockeur de carbone. Après, la FDES officielle, donc il y en a une, qui est une FDES collective, donne un résultat de 123 kg équivalent CO2 par mètre cube. Ce qui est pas mal, mais on se dirait qu'il pourrait être mieux quand même. Ce pour différentes raisons. Déjà, c'est une FDES collective. C'est-à-dire qu'ils ont dû prendre les plus mauvaises valeurs carbone de toutes les chanvrières, toutes les exploitations à l'échelle de la France. Ensuite, il y a des problèmes une moyenne de transport à l'échelle de la France aussi qui a été fait, qui est un peu pénalisante. La chènevotte n'a pas été considérée comme un déchet, ce qui aurait pu être fait, et qui aurait pu réduire considérablement ce bilan carbone. Et enfin, il y a une problématique de fin de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme c'est un matériau qui date des années 80,
il n'y a aucun bâtiment qui a été détruit pour l'instant avec du béton de chanvre. Et donc, par essence, il n'y a aucune filière de traitement, de revalorisation qui existe. Et donc, par défaut, on est obligé de le considérer comme mise en décharge et donc il rejette quelque part un peu sous son carbone à ce moment-là. Donc, normalement, c'est des choses qui sont probablement mises à jour dans une prochaine F2S qui devrait avoir un résultat bien meilleur que celle-ci. En termes de santé, donc déjà, c'est un matériau sans polluant. D'accord, donc, il est classé A+, sans COV ni formaldéhyde. Simplement, on a des cultures zéro phyto, aucun solvant, un défibrage totalement mécanique, aucun traitement chimique. Donc, au final, on n'a que des matériaux inertes. C'est un matériau qui est bactéricide, simplement parce qu'il est alcalin, qui va avoir tendance à tuer les bactéries. Qui permet de réguler, comme je l'ai précisé, l'humidité autour de 50%. On a ici un petit exemple, avec l'humidité extérieure en vert et l'humidité intérieure. 50% qui est quelque part le taux d'humidité un petit peu optimal, entre 40 et 60, pour le confort des occupants. Et donc ça, c'est grâce à l'absorption et la désorption d'eau dans son sein. C'est un matériau biophilique et qui a vraiment une caractéristique de bien-être assez poussée. Ça, c'est un peu des retours d'expérience de bâtiments en chambre, que ce soit des bureaux, des logements, où ça forme une sorte de cocon un peu. Parce que tout simplement, l'humidité est toujours constante, régulée. On a une température et des parois plutôt chaudes. Donc, ça crée une sorte d'atmosphère un peu particulière. Et petit bonus sur l'électromagnétisme, il y a ce bâtiment-là qui a été instrumenté, le bâtiment Tribal. Ils ont réalisé que le béton de chanvre protégeait des ondes électromagnétiques. Voilà. Alors, pas encore les explications, etc. Mais a priori, il y a quelque chose qui se passe là, de ce côté-là. Ça peut aussi poser problème. Je sais qu'on m'a parlé avant-hier de problèmes de gens qui ne captaient pas leur téléphone dans des bâtiments en béton de chanvre, par exemple. Donc voilà, il y a son pendant aussi, quoi. Et enfin, en termes de durabilité, il faut savoir que le béton de chanvre a une durée de vie très longue, plus de 100 ans. Donc, il y a eu des cycles de vieillissement accéléré qui ont été faits. Ils sont arrivés à 100 ans, mais en soi, ils auraient probablement peut-être même pu aller plus loin. Donc, c'est vraiment un matériau très, très durable. Tout simplement aussi grâce au phénomène de carbonatation, en fait, qui va durcir tout au long de sa vie. Il va être de plus en plus rigide. Il ne subit du coup pas de tassement. Il a une très bonne réaction à l'humidité et à l'eau. On l'a vu, il peut absorber 400% de son poids en eau sans qu'il y ait un problème. C'est enfermé dans les capillaires. Donc, tant que l'eau peut s'échapper quelque part, il n'y a pas tellement de soucis. Non sensible aux rongeurs. En fait, c'est beaucoup trop dur. Les rongeurs ne peuvent pas en manger, tout simplement. Ce n'est pas sensible aux champignons. Donc là aussi, l'année dernière, il y a des tests qui ont été faits où ils ont plongé du béton de chanvre avec différents taux d'humidité pendant différents laps de temps, où il n'y a aucun champignon qui s'est développé. Il est légèrement friable. Voilà, ça, c'est un peu son défaut, mais c'est pour ça qu'on met une finition. Mais les reprises sont plutôt aisées. Et il est non sensible au choc. Il y a aussi des tests qui ont été faits l'année dernière sur les chocs. Et enfin, en fin de vie, il est extrêmement vertueux puisque, on l'a vu tout à l'heure, la chaux redevient du calcaire et la chénevote, tout simplement, c'est du biodégradable. Donc, si on reprend un peu aux différents enjeux dont on a parlé, en début de présentation, on se rend compte qu'il répond à la plupart, enfin même à tous en fait. Améliorer le confort d'été, on l'a vu. Limiter le réchauffement climatique, le chanvre, il stocke le carbone. Réduire la consommation de matériaux. On a un matériau qui est plus léger que le béton et qui permet d'isoler entre montants. Idéal pour la rénovation. C'est un matériau renouvelable, durable, on vient de le voir, qui permet de réduire les consommations en énergie, que ce soit clim ou chauffage, qui permet de limiter la production de déchets, parce qu'on est plutôt en filière sèche, ossature bois en général. C'est un matériau qui est revalorisable, qui permet d'améliorer la qualité de l'air, la santé et le bien-être, de réduire la pollution des milieux, on l'a vu, il n'y a pas besoin de phyto, etc. De relocaliser les emplois, de soutenir les milieux ruraux, c'est des débouchés supplémentaires, quelque part. Et dans le cadre de la filière bois et de la filière sèche, voire même de la préfa, de raccourcir les chantiers et donc de limiter les nuisances sur chantier. Voilà, donc il répond vraiment à l'ensemble de ces enjeux-là. Ensuite, il y a des contraintes, forcément, dont on va parler, qui sont parfois, il y a toujours souvent des leviers pour lever ces contraintes. C'est parfois aussi des idées reçues, notamment sur le champ. Déjà, le surcoût à l'investissement. Donc ça, c'est quelque chose qui revient globalement pour les matériaux biosourcés. C'est vrai qu'il y a, par rapport à un mur en béton avec isolation intérieure en laine de verre, il y a un surcoût, clairement. Il y a aussi un surcoût par rapport à une ossature bois classique avec une laine de verre ou une laine de bois, qui est quand même beaucoup plus réduit, mais il est quand même là. Donc là-dessus, nous, ce qu'on propose, c'est déjà d'adopter une vision globale. Comme je l'ai dit, il y a une durée de vie extrêmement importante du béton de chanvre.
de voir quel est le surcoût finalement à l'échelle du bâtiment, parce qu'on a peut-être un surcoût sur l'eau isolation, mais à l'échelle du bâtiment, plus qu'à 1 ou 2%. Quels sont les services rendus, on vient d'en parler, la qualité de l'air, le bien-être, la régulation hypothermique, etc. Comment on peut le valoriser? Nous, c'est ce qu'on cherche à faire sur nos opérations. En général, c'est à rendre visibles ces matériaux. Donc là, typiquement, avec le béton de chambre, ce serait un enduit chaud-chambre, par exemple. Ou alors des fenêtres dans un mur qui permettent de voir l'isolant, voir le bois qui est visible. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire comme ça. On peut aussi le valoriser via les labels et différentes certifications. Ici, on a par exemple un extrait des différents points qui sont associés directement ou indirectement à des matériaux biosourcés dans les certifications. On peut enfin faire des économies sur d'autres lots, typiquement se passer de l'eau clean, voilà, on en a parlé tout à l'heure, voire réduire les lots gros œuvres ou fondations parce qu'on a un bâtiment plus léger avec de l'ossature bois. Et enfin, il y a des aides qui existent. Là, je prends l'exemple du réflexe bois biosourcé en Ile-de-France, mais il y en a d'autres qui permettent d'apporter des aides à des projets qui intégreraient ce type de matériaux. Ensuite, la problématique d'assurance et validation de bureau de contrôle. Donc là, encore une fois, je le répète, règles professionnelles, on est sur une technique courante. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Après, la problématique, c'est que souvent les bureaux de contrôle connaissent mal les règles professionnelles. Et donc, d'où l'intérêt de choisir correctement son bureau de contrôle, de calibrer sa mission pour que, quelque part, il puisse prendre le temps d'aider et pas seulement de sanctionner. Et il faut l'accompagner sur des fois des choses qu'il connaît moins bien. La problématique incendie, on en a parlé. Donc, en termes de résistance, il n'y a pas de souci. Pour le côté classé B, si on lit le guide bois construction et propagation du feu par les façades, on peut tout à fait isoler avec un matériau classé B tant qu'on a un écran thermique devant. Voilà. Donc, ça ne pose pas de souci si on fait ça. Soyons vigilants sur la dernière doctrine pour la construction des immeubles en matériaux biosourcés de la police de Paris, préfecture de police de Paris, qui est beaucoup plus exigeante, qui n'est pas obligatoire, mais qui est un peu des fois utilisée en référence et qui rend extrêmement complexe de rendre ces matériaux visibles. Après, il y a des façons de la contourner, voilà, faut les connaître, mais ça peut rendre les choses plus compliquées. La problématique de manque de ressources, souvent dans ces matériaux-là, on va se dire on va pas trouver les compétences, etc. Donc, d'où l'intérêt, nous, ce qu'on fait systématiquement, de faire un diagnostic ressources territoriales en début de projet, pour savoir quelles sont les ressources sur son territoire et les compétences présentes. Aujourd'hui, on en a vu, le béton de chambre, c'est quand même bon maillage quand même sur le territoire, et on peut toujours se rapprocher des réseaux professionnels, comme construire en chambre, pour trouver les compétences requises. Sensibilité à l'humidité. Donc ça, c'est probablement un des points les plus importants, qui revient souvent sur les matériaux biosourcés, mais aussi sur le chanvre. C'est vrai que c'est un matériau putrescible, parce que c'est naturel, voilà, forcément. Mais qui n'est pas forcément pour autant si sensible à l'eau que ça. Comme on l'a vu, il peut absorber énormément d'eau sans que ça pose aucun problème. Toute la problématique, c'est que l'eau puisse s'échapper. Voilà, c'est ça l'essentiel en fait. Et donc, on a quelque part un peu un changement de paradigme par rapport au type de construction tout étanche qu'on a développé, où là, il faut qu'on construise de manière perspirante. Donc, la perspirance, c'est quoi? Une paroi perspirante, c'est une paroi formée de matériaux qui vont favoriser l'évacuation de l'humidité sous forme liquide, capillarité, et sous forme vapeur. Et donc, il faut que l'eau puisse s'échapper. Et donc, on a ce schéma-là avec les sortes d'entonnoirs, qui je trouve assez parlant. Où ça schématise en fait une paroi, d'accord, vue du dessus, où on a en haut la paroi intérieure formée par les premiers entonnoirs et en bas la paroi extérieure. Et donc l'idée en fait, c'est d'avoir une paroi de plus en plus ouverte à la vapeur d'eau en allant vers l'extérieur. Et donc typiquement, le premier schéma, avec la bulle verte, on a un entonnoir qui est faiblement ouvert à l'intérieur et qui est fortement ouvert à l'extérieur. Donc l'eau, sous forme humidité capillaire, pénètre dans le mur et s'évacue tranquillement, il n'y a aucun souci. Par contre, si on commence à fermer avec un entonnoir plus petit la paroi extérieure par rapport à la paroi intérieure, l'eau rentre dans la paroi, puis finalement, ça commence à déborder, et donc on a un point de rosée. Et donc une humidité et une problématique de sinistre, tout simplement. Voilà, donc c'est ça le point fondamental. Donc là, je ne vais pas prendre le temps d'expliquer le point de rosée, etc., plus en détail, mais je trouve que déjà avec ce schéma, on comprend bien de quoi on parle. Sensibilité aux nuisibles, on l'a vu, insensible aux rongeurs, aux champignons. Voilà. Donc ça, c'est une idée reçue quelque part. Problématique de sinistralité, voilà, qui revient souvent quand on parle de matériaux biosourcés. Il faut savoir que, d'après une étude de l'AMAF en 2015, sur 50 000 sinistres répertoriés, il y en avait 12 qui étaient liés à des matériaux biosourcés. Donc ça fait un pourcentage extrêmement faible, plus faible même que le pourcentage de matériaux biosourcés dans le bâtiment.
Donc, quelque part, c'est un peu une idée reçue. Et à chaque fois qu'on a un désordre, un sinistre, c'est toujours systématiquement lié à un non-respect des règles professionnelles. Et donc, c'est le cas pour le béton de chambre également. À chaque fois, c'est lié à ça. À savoir que bon, l'impact reste limité par le fait que le matériau est non porteur. Après, petit retour d'expérience, c'est que surtout sur les bâtiments où il y a pu y avoir des sinistres en béton de chanvre liés au non-respect de ces règles, généralement c'est sur des maisons, le propriétaire a toujours voulu refaire en béton de chanvre parce que voilà, il ne voulait pas autre chose, quoi. Donc ça montre bien l'intérêt et le confort que peut développer ce matériau. Et enfin, on parle parfois de manque d'inertie d'une façade d'ossature bois avec un isolant qui est voilà, plutôt fausse puisqu'on peut trouver l'inertie via la dalle, via des murs de refend, via des noyaux, etc. Il y a 10 000 façons d'aller en récupérer ailleurs qu'en façade. Ensuite, les applications. Donc, on a parlé 4 applications, mur, toiture, dalle, enduit. Pour moi, les plus pertinentes, c'est mur et toiture, clairement. On verra pourquoi après. Je considère que celles-ci sont un peu moins pertinentes. Alors, concernant les murs, donc on a ici une vue de dessus, d'accord, d'une façade, d'un mur. Et donc, il y a différentes façons de mettre en place le béton de chambre, qui, pour le rappel, je l'ai projeté. Donc, soit on a une ossature bois, donc c'est les deux montants-là, qui est noyé, d'accord. Et donc, dans ce cas-là, en général, on a plutôt un enduit côté intérieur et un enduit côté extérieur. Soit on a une ossature bois qui est déportée, en général, c'est plutôt ce qu'on préconise, déportée soit vers l'intérieur, et donc ça permet d'aller fixer sur l'ossature une plaque de fermacelle, par exemple, ou soit déportée sur l'extérieur, et donc là, on peut fixer sur l'ossature un bardage ventilé. Et de l'autre côté, généralement, on a un enduit. D'accord. Les finitions possibles, hein, pour rappel. Côté intérieur, c'est soit un enduit, mais attention, un enduit tradi, parce qu'il faut qu'il soit perspirant, soit une plaque de fermacelle, qui est mieux que le BA13. Et côté extérieur, c'est soit un enduit, encore une fois, un enduit tradi, surtout éviter les enduits ciment, monocouche, ça ne marche pas. Ou alors un bardage ventilé, n'importe quel type de bardage ventilé. Et ensuite, possibilité de faire ça en doublage, voilà, contre un mur en pierre, en béton, ce qu'on veut. En général, on a des épaisseurs entre ossature de 20 à 35 cm, selon ce qu'on cherche. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est un système qui est plutôt intéressant, c'est de rajouter une fibre de bois rigide en extérieur, par exemple, comme ici, qui permet de ramener le R, la résistance thermique qui pourrait manquer au béton de chanvre, et qui peut être support d'enduit, par exemple, ou des choses comme ça. Pour la partie de toiture, donc là, une toiture vue en coupe, donc le béton de chanvre va être projeté par l'extérieur entre les chevrons, d'accord, soit de l'épaisseur des chevrons ou un peu plus, sur 30 à 35 cm en général. Voilà, tout simplement. Donc, il faut bien penser, si jamais vu qu'on projette par l'extérieur, à tout le système de protection s'il pleut, etc. Donc là-dessus, c'est vraiment deux usages qui ont un intérêt en termes d'isolation et de confort d'été, clairement. Par contre, on a après un usage dalle qui, pour moi, voilà, l'usage peut être, la pertinence peut être discutée pour les raisons suivantes. Donc, soit on va l'utiliser en dalle intermédiaire, d'accord. Donc, c'est un peu comme une chape quelque part, hein. Mais vu qu'il a une faible performance acoustique, bon, l'intérêt est limité. Soit on l'utilise en plancher bas, sur terre-plein, par exemple. Mais dans ce cas-là, on va avoir une problématique, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait une phase perspirante. Donc, soit on le met sur un hérisson, avec un drain, etc. Soit il faut que le revêtement de sol soit perspirant. Donc, ça limite quand même pas mal les choix de revêtement de sol. Et la deuxième chose, c'est qu'on a des charges admissibles limites de 150 kg par mètre linéaire. Donc, ça va pour des cloisons légères, mais donc on a des choses un peu plus lourdes. Il faut prévoir des semelles, des fondations qui rattrapent, etc. Ça devient un peu compliqué. Et enfin, ce qu'on appelle le mortier de chambre, qui est l'enduit, tout simplement, qu'on va utiliser comme correcteur thermique. Donc là aussi, l'intérêt peut être limité. Pourquoi? Parce que cet enduit, en fait, il a une quantité de chaud très importante, hein, 3 doses de chaud pour une dose de chambre, ce qui fait qu'il a une conductivité plutôt mauvaise, hein, 0,14 par rapport au béton de chambre qui a 0,076. Et du coup, il est plus cher, parce que c'est la chaux qui coûte le plus cher, hein, dans le béton de chanvre. Et en plus, il est plus carboné. Donc, nous, ce qu'on préfère faire, c'est mettre du béton de chanvre classique, comme un doublage, sur 5 cm, par exemple, avec une finition après, plutôt que de mettre directement un enduit chaud-chanvre comme ça sur une grosse épaisseur. En termes de mise en œuvre, donc soit on a une mise en œuvre manuelle entre branches, ça c'est plutôt pour l'autoconstruction ou des maisons.
Généralement, on utilise de la projection mécanisée sur site. Donc, on voit ici, par exemple, différents types de machines qui permettent de projeter le chanvre en toiture ou sur un mur. Voilà, on a des portées quand même qui peuvent aller jusqu'à 60 mètres, donc ça va quand même assez loin par rapport à là où est placée la machine. Avec ici un petit schéma de comment est fichue la machine, avec d'un côté l'eau et le liant, de l'autre côté le granulat de Chenovot, qui sont mélangés via un compresseur au niveau de la lance. Donc ça, c'est une première chose où ça peut être fait de la même manière, mais en préfabrication. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Du coup, Wallop, juste après, pourra vous en parler mieux que moi. Où en fait, tout simplement, le charpentier va préfabriquer ses murs ossature bois. Le béton de chanvre sera projeté directement et on viendra poser les panneaux de façade directement sur site. Avec des conditions tout de même à respecter. Alors, parmi d'autres, mais les plus importantes, c'est celle-ci. Déjà, anticiper le temps de séchage. Ça, c'est important parce que voilà, les règles professionnelles fixent à 28 jours minimum le temps de séchage du béton de chanvre, au moins en surface, avant de pouvoir mettre la finition. C'est quand même assez long, mais des fois, ça peut être plus. D'où l'intérêt de la préfabrication. Parce que du coup, sur chantier, en fonction des conditions, si on coud ça en hiver, parfois, on a besoin d'un déshumidificateur, donc ça peut devenir un peu compliqué. Donc ça, c'est quelque chose à anticiper. Et il faut savoir que le séchage à cœur du béton de chanvre, ça peut mettre 1 an. Donc ça, c'est pas un souci, on peut finir sa maison, son bâtiment, etc. C'est juste que la performance optimale du béton de chanvre sera effective au bout d'1 an dans un bâtiment. Ensuite, anticiper le passage des réseaux. Donc typiquement du réseau élect, par exemple, avec des boîtes à bancher ou ce qu'on veut. Voilà, il faut les mettre avant, dans le mur, avant de projeter, et on va les noyer dans le béton de chanvre. Pareil pour des canalisations éventuelles, on essaie d'éviter, mais s'il faut, on peut les noyer dedans. Et anticiper la fixation des charges. Donc, ça a quand même une certaine résistance, le béton de charge. Il y a aucune souci pour aller fixer dedans une étagère, des cadres, voilà, ce genre de choses. Par contre, si on a des éléments un peu plus lourds, il faut prévoir une reprise de charge via l'ossature, des choses comme ça. Tac. Donc là, quelques références qui sont issues de construire en chanvre. C'est pas pour aller forcément dans le détail, c'est juste pour montrer qu'aujourd'hui, il y a vraiment tout type de bâtiments qui ont été faits, que ce soit du logement collectif, individuel, du bureau, des ERP, etc. On a quelque chose de vraiment divers sur l'utilisation de ce béton de chanvre. Et donc, je vais laisser la parole à Mathias Loh de Wallop, qui va nous parler plus précisément de Wallop Préfa, puisque ça illustre bien ce propos-là. Je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci Xavier pour cette transition. Et tout d'abord, je voudrais te remercier pour cette très belle présentation du béton de chanvre et du chanvre en lui-même et de tous ses intérêts au niveau caractéristiques et autres. C'était une très bonne présentation et ça m'amorce très bien du coup au témoignage de Wallop. Donc je vais d'abord vous présenter donc Wallop Préfa. Donc Wallop Préfa, on est né d'une mutualisation des savoirs. Donc, entre la chanvrière Planète Chanvre que vous pouvez voir, donc on est situé à Aulnoy dans le 77, donc en Seine-et-Marne, juste à côté de Coulommiers pour vous donner une ville un peu plus conséquente qui peut donner un repère. Donc, on est né de la mutualisation des savoirs, donc de Planète Chanvre, donc qui est la chanvrière qui est notre fournisseur, qui est aussi associée à Wallop. Et donc, elle est associée avec 3 charpentiers d'Île-de-France. Donc, on a Paris Charpente, Méa Charpente et aux Charpentiers de France. Donc, je te laisse avancer la slide. Normalement, ils vont apparaître. Et donc, ces 3 charpentiers plus Planète Chanvre ont été mis en lien par notre président Philippe Lamarque, donc qui lui fait partie de l'association Construire en chanvre Île-de-France. Donc il a mis en lien la filière bois et la filière chanvre dans l'objectif justement de valoriser les matériaux comme tu as pu le présenter tout au long de cette présentation. Donc valoriser ces 2 matériaux et donc apporter donc, la connaissance de la construction bois et la connaissance du béton de chanvre. L'objectif de ça, c'était d'avoir un produit qui va tirer ses atouts des deux matériaux. Donc, tu peux passer, s'il te plaît, la slide suivante et cliquer aussi pour que ça fasse tout apparaître, s'il te plaît. Je te remercie. Et du coup, de ces matériaux, on a tiré donc l'ossature bois qui sera, elle,
l'élément porteur de notre matériau, et le béton de chanvre qui, lui, sera en remplissage de cette ossature bois. Donc, on va avoir 14 cm, dans un panneau de 30 cm, on va avoir 14 cm de béton de chanvre qui seront entremontants et 7,5 cm qui seront en débord. Enfin, oui, 7,5. Non, ça fait très peu. Donc, c'est 15 cm qui seront en débord, donc 14,5 entremontants et 15 en débord, pour un panneau de 30 cm de béton de chanvre. Donc, cet objectif, c'est d'obtenir toutes les qualités comme tu as pu le présenter. Donc, l'impact CO2, parce qu'un hectare de chanvre stocke 15 tonnes de CO2, donc sans ajout d'intrants en plus, donc de produits phytosanitaires et d'eau, donc comme tu l'as décrit. On obtient un UI 240 et BS1D0 pour un panneau qui est brut, mais lorsqu'on met un enduit, on passe à une classification A, donc avec un enduit chaud chanvre, par exemple, on passe à une classification des panneaux qui est A. On a pour 30 cm un déphasage de 12 heures et un R de 4,5. Donc ça, c'est appliqué à nos panneaux parce qu'on travaille du coup justement à développer un lambda et aussi donc, une fiche FDES donc, qui est spécifique à notre panneau. Donc notre objectif, c'est de valoriser au maximum le produit. Donc en obtenant un lambda qui soit au plus proche de 0,060, donc pour avoir un R qui serait égal à 5. Aujourd'hui, on obtient un lambda de 0,067, ce qui nous permet d'avoir une résistance qui est égale à 4,5 du coup. Et on a des parois donc, qui sont 100% perspirantes. Donc nous, dans nos préconisations, on utilise 0 par vapeur. Enfin, c'est notre objectif parce que on sait que, comme tu l'as décrit, les points de rosée sur le béton de chanvre n'apparaissent pas. Et donc, l'utilisation de par vapeur n'est pas du coup nécessaire. Donc, comme tu l'as dit, il faut justement auprès des bureaux de contrôle valoriser ces connaissances pour justement obtenir par la suite le droit de construire sans par vapeur. Et donc, lorsqu'on fait des bardages, évidemment, on garde le pare-plis parce que là, c'est associé au bardage. Mais du coup, on favorise à utiliser 0 par vapeur parce que pour la climatisation et autres, on n'a pas la nécessité. Et on a, du coup, nous, de notre côté, réalisé des tests pour l'affaiblissement, donc qui sont de 51 dB, comme tu l'as décrit. Et on valorise, du coup, toute cette connaissance auprès de la filière. Donc, on travaille énormément avec la filière pour développer les connaissances sur le béton de chanvre, faire des tests, réaliser des essais pour valoriser justement les connaissances sur le béton de chanvre et attester du coup de tous ces éléments-là pour apporter encore plus de connaissances auprès des bureaux de contrôle, des bureaux d'études. C'est aussi notre objectif en tant que première usine de production de béton de chanvre. Eh bien, on a aussi cette valeur-là qu'on peut ajouter à la construction en chanvre, c'est d'apporter un moyen de massification et un moyen de test et d'essai plus simplifié, on va dire. Donc, notre objectif, nous, c'est vraiment de développer le béton de chanvre. Et donc, nos panneaux 100% préfabriqués, eh bien, comme tu l'as décrit, la préfabrication en usine avec le béton de chanvre, c'était de la projection en préfabriqué. Nous, notre objectif, c'était vraiment de faire des modules préfabriqués, mais de A à Z. Et donc, c'est un malaxeur qui produit le béton de chanvre. Donc, on va avoir un silo de chaux et un silo de Chêne-Vote qui vont apporter justement le bon dosage qu'on aura prédéfini à l'avance pour avoir justement un mélange qui est homogène et qui est vraiment calculé de A à Z sur le panneau. Et donc, en fait, ce mélange-là va tomber dans notre ossature bois avec un panneau de contreventement qui est du Pharmacell. Et donc, ce mélange-là va descendre par le mixeur et donc par le malaxeur, pardon, et va tomber directement dans les panneaux. Donc, je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît. Et je te remercie. Donc là, vous pouvez voir donc, le procédé qu'on utilise. Donc, on va faire les ossatures bois ou commander les ossatures bois auprès des charpentiers qu'on va mettre dans notre usine et on va mettre pardon, j'ai plus le mot en tête. On va mettre des panneaux. Enfin, j'ai un coffrage, pardon, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Un coffrage, donc justement pour moduler notre panneau, donc pour mettre notre mélange dedans lorsqu'il va passer sous le malaxeur. Donc il y a un coffrage, à savoir que le coffrage, on peut le réutiliser parce que le béton de chanvre n'est pas extensible lorsqu'on le met dans l'ossature bois. Donc ce coffrage, on pourra le réutiliser par la suite. Donc nous, notre objectif, c'était vraiment de massifier l'utilisation du béton de chanvre
Donc, on a un malaxeur qui est en capacité de produire 2 tonnes par 15 minutes et en global, 70 000 m² de production. Donc, vraiment un objectif de massification. Donc, comme je vous l'ai dit, on a une maîtrise parfaite et précise du mélange de chène-vote et de chaux. Donc, puisque c'est calculé à l'avance, c'est un dosage qui est prédéfini dans notre malaxeur. Et on recycle les eaux qu'on utilise pour le mélange. Donc, on a vraiment une logique de cercle vertueux et de circuit court parce qu'on s'alimente à la chanvrière qui est à 50 mètres de notre usine. Donc, le chanvre vient de juste à côté de chez nous. Nos ossatures bois, et on peut s'approvisionner auprès des charpentiers qui sont en Île-de-France, donc qui sont associés de Volab. Donc, un circuit court et donc un objectif de production verte avec un objectif aussi de réduction d'impact CO2. Et donc, comme je vous l'avais dit, on est aussi moteur de l'avancement technique du matériau et de la filière chanvre parce qu'on a réalisé des essais sismiques pour prouver justement la résistance sismique du matériau, donc jusqu'en zone 4, c'est-à-dire qu'on peut construire sur tout le territoire métropolitain et même sur quelques dom-toms. Une première couche d'enduit en hors-site qu'on peut réaliser parce qu'on a fait ce test-là en usine de mettre notre première couche d'enduit directement après séchage, enfin pendant le séchage, pardon, et des murs coupe-feu de 2 heures 22 cm. Donc, c'est une première pour le bois d'avoir une épaisseur de 22 cm et d'avoir une résistance coupe-feu de 2 heures qu'on a fait sur une chaufferie à Triport. Donc, c'est un projet qui est totalement accessible, on peut le voir sur Internet. Et donc, c'est une première pour le bois. Je te laisse passer à la slide suivante. Donc, du coup, nous, nos marchés qu'on cible, ça va être le logement collectif et individuel. Donc, dans l'individuel, on vise le duplicable parce que dans la logique d'une usine et de massification, eh bien, le duplicable sera plus notre objectif, ou dans le logement collectif. On va viser les ERP. Donc, les ERP parce que c'est des grandes constructions et des constructions qui rejoignent de nombreuses personnes. Le tertiaire et le logistique. Et donc, en dessous, on vous a mis un petit modèle de conception, donc comment est fabriqué notre panneau, que je vous décrirai par la suite via une annexe et un exemple d'un chantier qu'on a réalisé, donc qui était à Saint-Ouen. Et c'est des logements pour un lycée. Et donc, je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît, Xavier. C'est du coup le potentiel de Volab, c'est la première industrie de béton de chanvre sur le territoire français. Eh bien, notre objectif, c'est de valoriser à 100% notre territoire et notre circuit de proximité. Donc, ce circuit court qu'on veut mettre en avant, un impact bas carbone par cette logique-là aussi, une pérennité du matériau sur 100 ans. Et donc, comme l'a décrit Xavier, les différents atouts du béton de chanvre parce que c'est un réel enjeu de demain, ce réchauffement climatique, et c'est une réelle réponse, le béton de chanvre, à cet enjeu climatique. Et donc, c'est aussi notre objectif. On a aussi ce volet concret de notre matériau et de notre usine parce qu'on échange avec énormément de majeurs sur l'Île-de-France, donc le Cogedim, Bouygues Immo, Bouygues Construction, la REP, Crédit Agricole Immobilier. Donc, on échange vraiment avec énormément de majors sur le territoire en maîtrise d'ouvrage. Et donc, c'est aussi une valeur ajoutée du béton de chanvre. Donc, on sait très bien que le béton de chanvre apporte énormément sur les questions de la loi Elan, de la RE 2020. C'est vraiment un matériau qui a un enjeu pour demain. Et c'est un projet ambitieux parce que aujourd'hui, on a plus de 26 000 m² qui sont prescrits et c'est une 100% de réussite. Et pour le coup, on a un objectif de production de 70 000 m² et donc on n'est né qu'au début et on souhaite valoriser au mieux notre produit. Et Xavier, je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Et donc là, c'est pour vous décrire vraiment la composition de nos panneaux. Donc, vous pouvez comprendre plus facilement. Donc, on va avoir en intérieur une ossature bois. Donc, il y aura un panneau de contreventement qui sera le Pharmacell. Après, à la couche suivante, on a le béton de chanvre. Donc, en fonction de l'épaisseur. Donc, forcément, l'épaisseur de béton de chanvre fait varier l'épaisseur de l'ossature bois. Donc, on est sur des épaisseurs d'ossature bois commercialisables. Donc, 140, 180,
160, 180, pardon, 200. Et en fonction, on peut mettre x2 en épaisseur de béton de chanvre. Donc, c'est-à-dire, pour une ossature de 140, on peut aller jusqu'à 32 cm maximum. Enfin, on va être sur 30, 32. Et à la suite du coup du béton de chanvre, on aura le GOPTI. Donc, nous, notre prestation s'arrête jusqu'au GOPTI. Et après, on va avoir donc, la finition extérieure qui soit un enduit, soit un bardage. Et donc, on peut aussi préconiser le béton de chanvre avec un isolant, un complément d'isolation pour atteindre des aires spécifiques pour des projets. C'est une possibilité aussi. Donc, voilà. C'est les possibilités du béton de chanvre et la valeur ajoutée de le faire en préfabriqué, c'est vraiment, comme tu l'as décrit, de réduire le temps de séchage, donc qui va être une variable lorsqu'on est sur un projet en projection. Mais c'est vraiment cet intérêt-là, donc de valoriser le temps de séchage, de valoriser des contraintes de travail réduites parce qu'on le fait en usine. Mais il ne faut pas oublier que l'intérêt du béton de chanvre est aussi dans la projection pour certains projets où nous, on ne pourra pas forcément répondre en tant qu'usine de préfabrication et où la projection sera plus adaptée. Et notre objectif, c'est vraiment la mutualisation du savoir et l'utilisation du bon matériau au bon endroit. Donc, nous, on est dans une logique de vraiment valoriser la construction biosourcée, pas forcément que le béton de chanvre, mais aussi tous les autres matériaux. Parce qu'on sait que c'est un marché qui est en évolution et on doit passer à 50% de production en biosourcé. Donc, ça laisse un large panel pour tous les différents matériaux biosourcés et pas simplement pour le béton de chanvre et pas simplement pour Wolup, mais pour tous les acteurs de ce marché biosourcé. Et voilà, c'est mon petit mot de la fin. Donc, une mutualisation des savoirs et le bon matériau au bon endroit et la valorisation des matériaux biosourcés. Ok. Merci pour cette intervention, du coup, très intéressante. Puis je vais juste apporter le petit mot de la fin, voilà, pour finir. Voilà, aujourd'hui, on est dans un moment un peu charnière dans l'usage des écomatériaux. On a vraiment une demande beaucoup plus importante qui a un peu explosé sur ces matériaux-là. Et d'ailleurs, la plupart des industriels le disent. Toute la chaîne des acteurs et toutes les phases sont concernées. Comme l'a dit Mathias, aujourd'hui, on travaille vraiment sur la mixité des matériaux, donc le bon matériau au bon endroit, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément fermer au béton. Il y a parfois le béton est plus performant que le bois sur certains aspects. Il faut le bon choix. On a des filières qui sont très adaptées aujourd'hui à la rénovation, qui est vraiment l'enjeu des prochaines années, et notamment la rénovation de l'ancien. Le béton de chanvre est très efficace là-dessus. Et l'idée étant de se diriger vers le bâtiment zéro clim. Donc, voilà, ne plus mettre de climatisation, notamment dans des bureaux, et travailler plutôt avec des matériaux comme le béton de chanvre qui permettent potentiellement de s'en passer. Et donc aujourd'hui, nous, voilà, on propose d'accompagner sur ces nouvelles pratiques. Donc généralement sur les matériaux biosourcés, parce qu'on est qualifié Propaille, construire en chanvre, Interflow, etc. Et spécifiquement, voilà, si vous avez besoin d'intégrer du béton de chanvre dans un projet, avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de l'assistance à maîtrise d'œuvre et de la formation et sensibilisation. Voilà. Je ne vais pas forcément vous détailler tout ici, mais un petit détail du type de mission qu'on peut faire, de la définition d'une stratégie au suivi de chantier, en passant par la définition d'un projet et la conception de celui-ci. Merci de votre attention. Et les questions, je vais regarder. Du coup, qu'est-ce qu'il y a pu avoir? Alors, le mortier, dans le cadre de la brique à maçonner, quel type de mortier doit-on utiliser? Typiquement, on peut utiliser du mortier de chanvre, par exemple. Voilà, c'est pour moi le mieux adapté. De combien est le surcoût? Alors, c'est toujours compliqué. C'est très variable en fonction des devis, des projets, de l'entreprise qui a fait le devis, etc. Nous, ce qu'on a comme coût, ça dépend. Ça va varier en fonction de l'épaisseur de béton de chanvre projeté, peut-être de 60 à 200 € par mètre carré la projection de chanvre, par exemple. C'est vraiment très variable. Après, si vous prenez le prix ossature bois plus béton de chanvre, en préfa, par exemple, là, on peut tourner entre 170 et 250, quoi. Quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même assez variable. Alors, vous dites qu'il est majoritairement utilisé dans les structures bois. Y a-t-il une raison? C'est plutôt une raison, c'est-à-dire on se dit qu'on part en béton de chanvre sur un matériau biosourcé, forcément, on va essayer de le pousser avec du bois, quoi. C'est souvent un petit peu le raisonnement qui est fait, généralement.
En conditions de température très froide, 0 degré, le chanvre garantit ses propriétés de bon isolateur. Oui, ça, il n'y a pas de souci, il a son lambda. Et donc, il a quand même une résistance thermique qui est pas un 0,035, mais qui est quand même là. Et donc, ça fait quand même un isolant, ouais. Même en hiver. J'ai fait des enduits chaud-chambre à un volume de chaud pour un volume de chambre, pas 3 pour 1. Alors ça dépend de la chaîne de vote qui a été choisie, du type de chaud, donc du mélange. Chaque fabricant a un peu ses proportions, mais généralement sur les mortiers de chambre, en tout cas, on fait du 3 pour 1. Voilà. Alors, l'étanchéité à l'air. Alors, le béton de chambre est étanche à l'air, alors sauf en toiture, parce qu'il a une proportion, il est beaucoup moins dense, en fait. Donc là, on va avoir besoin d'une protection. Par contre, en mur, il est étanche à l'air, donc il y a juste à faire attention aux jonctions avec le bois ou des choses comme ça, où là, il faut traiter comme avec une construction ossature bois classique. On va avoir voilà, des languettes étanches à l'air, etc. Voilà, on a fait le tour des questions. A priori. Bah, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, on va pouvoir finir cette présentation-là. Donc, merci à tous de votre attention et bonne journée.